Bienvenue à ces premiers numéros de votre magazine Grand Plateau pour cette année 2025. Nous avons vraiment la joie de recevoir pour vous Monsieur Georges Baka, qui est médecin, entrepreneur et acteur de développement. Avec lui, nous allons parler de 3DESC, notamment le développement, l'entrepreneuriat et la santé. Sur ce plateau, comme vous le constatez, je ne suis pas seule, je suis fait accompagner de Carlis Kalwandila et de Moïse Kounda, à qui j'ai dit bonjour. Vous allez faire une confusion avec Moïse Bungi, actuellement de Moïse dans la haute corporation. Alors, nous avons l'honneur ou encore la joie de recevoir pour vous monsieur le docteur, entrepreneur et acteur du développement, qui se nomme monsieur Baka Georges, de laquelle nous disons bonjour. Bonjour. Monsieur Baka Georges, avec vous, nous allons discuter sur ce 3DESC, c'est-à-dire le développement, l'entrepreneuriat, ainsi que la santé. Est-ce que cette présentation vous va ou vous avez d'autres détails à ajouter par rapport à votre personne? C'est bon? Donc, on peut déjà commencer avec la première question concernant l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut savoir, en tant qu'entrepreneur, d'une manière personnelle, avez-vous quelques difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Et si oui, on peut le savoir. Merci madame pour la question. C'est un plaisir déjà d'être invité à cette grande émission, Grand Plateau. Pour moi, c'est un honneur, surtout que c'est la première de cette année 2025 et j'en suis extrêmement ravi. En tant qu'entrepreneur, ici, au sein de notre province du Congo central, nous faisons face à plusieurs difficultés. Et déjà, vous connaissez évidemment le fait que la productivité déjà des entrepreneurs, la difficulté de trouver des fournisseurs, parce que jusque-là, au sein de notre province, la plupart des personnes qui exercent des activités commerciales, ils sont plus des commerçants plutôt que des entrepreneurs, parce que il n'y a pas vraiment une impulsion de la part des structures, des institutions qui sont censées accompagner les entrepreneurs. Et il y a beaucoup de difficultés qui sont notées et je crois que nous aurons à évoluer au fur et à mesure avec l'émission. Mais est-ce qu'on peut savoir qui peut-on appeler entrepreneur? C'est qui un entrepreneur exactement? Un entrepreneur, c'est cette personne qui a commencé par avoir une vision de ce qu'il veut faire. Et cette vision doit découler de l'identification des problèmes qu'il a effectués au sein de sa communauté. Alors, ayant identifié les problèmes pour lesquels il a réfléchi pour mettre en place des stratégies et arriver à apporter solution à ces problèmes-là, et de là, il va mettre en place une vision, mais qui doit s'accompagner des moyens. Donc, il doit mettre en place une vision qu'il doit arriver à intégrer pratiquement pour réellement être appelé entrepreneur. Donc, c'est quelqu'un qui est parti d'une vision qu'il a eu à mettre en œuvre pour apporter des solutions aux problèmes qu'il a identifiés dans sa communauté. C'est cette personne qu'on appelle entrepreneur. Docteur Baka, de médecine à l'entrepreneuriat, comment vous faites pour dispatcher les temps à gérer tous ces tâches? Effectivement, je dois avouer que c'est une tâche ardue parce que en tant que médecin, j'ai appris à naviguer sur le corps humain. Et vous savez, au regard de notre système éducatif, notre système de l'enseignement, on nous forme plus comme d'un côté, il y a le médecin, il y a l'économiste, il y a les journalistes, mais dans notre système d'enseignement, on ne nous forme pas vraiment comme des chefs d'entreprise. Donc, vous comprenez ici que il est demandé à ce que l'on puisse développer des compétences. Il faut développer des compétences après avoir identifié des problèmes, après avoir mis en place une vision. Il faut chercher à mettre en place des compétences. Il faut se former. C'est pourquoi on dit le plus important, le plus grand investissement, c'est celui que l'on effectue sur soi-même. Parce que on doit être à mesure d'apporter solution aux problèmes que l'on a identifiés après avoir appris comment y apporter solution. Et, pardon Moïse, est-ce que vous vous sentez trop à l'aise dans votre casquette de médecin ou d'être entrepreneur? Alors, je dois avouer que je me sens à l'aise dans les deux. Parce que au départ, la médecine, c'est une passion. Vous savez, il n'y a pas pour moi de plus grande passion que d'apporter solution aux problèmes sanitaires de la population. On le dit, le médecin, c'est... j'aimerais paraphraser ici le professeur Kabakele qui disait dans la vie, il y aura des malades, il faudra des médecins. Le médecin gardera sa place des choix au sein de la société, mais surtout ses effrayantes et grandissantes responsabilités.
Ça veut dire que la médecine doit être perçue comme un domaine carrefour, un domaine qui permet à ce que, quand vous êtes en bonne santé, que vous soyez à mesure d'être productif. Alors pour que vous soyez en bonne santé, il faudrait qu'il y ait des acteurs qui puissent travailler pour vous assurer, vous affirmer que Monsieur Carlis, vous êtes en bonne santé. Donc pour moi, la médecine, c'est une passion. Mais de l'autre côté, il faut aujourd'hui, au-delà de ce que vous faites, de ce que vous avez appris à l'université, penser à entreprendre. Parce que il est très important de comprendre que au niveau de la plupart des pays aujourd'hui que nous appelons des pays développés, c'est parce que on a eu à développer les secteurs privés. J'aimerais ici parler du Nigeria où chez eux ils disent one leg in school, one leg in business. Donc il n'est pas empêché au médecin qui a appris sur le corps humain d'être entrepreneur dans une autre casquette, dans un autre secteur d'activité dès lors qu'il a appris. Alors que vous vous sentez très à l'aise dans le deux, et dans l'entrepreneuriat et dans la médecine, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite faire la même chose aujourd'hui, se lancer dans l'entrepreneuriat et en même temps peut-être il se trouverait dans une autre filière dans laquelle il a plus passé de temps à l'université ou d'autres études? Je dirais ici, j'aimerais encourager cette jeunesse parce que en tant que médecin, dans ma peau de médecin, j'ai eu à apprendre que le cerveau, nos capacités dépendent de nous-mêmes. Donc, si vous voulez apprendre, vous allez apprendre parce que le cerveau, c'est comme un muscle. C'est comme un muscle qu'il faut entraîner. Et j'avoue que ça a toujours été un cliché pour nous les médecins de penser que nous ne pouvons faire que la médecine. Et c'est au fur et à mesure, en apprenant sur d'autres matières, sur d'autres profils, d'autres compétences, que l'on s'est rendu compte que vous pouvez avoir un médecin, mais qui est excellent dans un autre domaine. Comme je le suis, je suis entrepreneur, je suis dans un secteur autre que le secteur de la santé. Je suis dans le secteur de la stratégie. Je suis dans le secteur de la formation, dans l'accompagnement. Et j'aimerais encourager ici différentes personnes, tout adultes, de ne pas rester cliché dans le domaine pour lequel il a été formé. Il peut, dès lors qu'il constate qu'il a des aptitudes, et même s'il n'a pas, il peut apprendre à développer des aptitudes, mais plus être porté sur l'identification des problèmes de sa communauté et réfléchir comment y apporter solution et se former pour ça. Parce que dès lors qu'on se forme, on peut être à mesure de relever des grands défis. Docteur Baka, en tant que médecin ou soit en tant qu'entrepreneur, quel est le projet de développement communautaire avez-vous déjà initié ou auquel vous avez y a participé et quels sont les impacts de ce genre de projets que avez-vous déjà initié ou participé? En tant qu'entrepreneur, je commencerai en tant que médecin. En tant que médecin, je suis médecin traitant dans une grande institution de la place, l'hôpital provincial de Kinkanda, où nous recevons pratiquement, je dirais, à peu près les 30 à 40% de la population de la ville, parce que nous sommes la première institution de référence au niveau aussi bien de la province que de la ville de Matadi. Et plusieurs fois, nous sommes face à cette complexité de constater que une personne a commencé à être malade, il a eu à recourir à une structure sanitaire où son problème n'a pas pu être résolu. Et donc, de sur quoi il doit être référé dans une institution beaucoup plus supérieure, comme la nôtre, l'hôpital provincial de Kinkanda, où nous faisons face ici à cette problématique de voir le coût de soins, parce que nous le disons, la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Alors, au regard de toutes les problématiques sanitaires que nous vivons à l'heure, nous sommes au niveau de cette institution obligés de répondre à des problèmes beaucoup plus complexes que nos confrères qui travaillent dans des institutions périphériques, parce que nous recevons le patient dans un état beaucoup plus complexe que dans les instances inférieures par rapport à la nôtre. Déjà, c'est une grande complexité et nous y arrivons parce que on doit avouer que il y a une expertise au sein de cet hôpital-là et nous faisons partie des médecins qui apportent cette expertise. En tant qu'entrepreneur, ayant identifié différents problèmes au sein de notre province particulièrement et même de cette ville, que la plupart des personnes qui exercent leurs activités commerciales, ils sont plus commerçants. Donc, ils restent focus sur le fait
de disponibiliser soit des produits ou des services à offrir à une clientèle sans avoir à réfléchir par rapport à la concurrence, par rapport à la compétition, sans avoir à réfléchir par rapport à l'éventualité de profiler son activité dans un futur, amener ça dans une projection. Donc la plupart, ils agissent, excusez-moi les termes, comme disent les militaires, bon tabac. Donc il n'y a pas une planification. Or, en stratégie, on dit le manque de planification est une planification pour l'échec. Donc, quand vous n'avez pas planifié, alors vous êtes voué à aller vous heurter à des problèmes que vous ne saurez pas résoudre parce que vous n'avez pas planifié. Et de ce côté-là, nous avons réfléchi. Moi, personnellement, j'y ai réfléchi pour mettre en place une structure. Je suis cofondateur d'une entreprise appelée Bradiam Sarl, qui est un bureau d'études, un laboratoire d'idées qui offre les services d'accompagnement stratégique, d'organisation de formation sur différentes thématiques, parce que nous identifions la plupart des commerçants, des entrepreneurs qui ne se forment pas. Ils évoluent comme ça, alors que le monde actuel est dynamique. On est face à une compétition, on est face à une concurrence pour laquelle il faut se former sur les stratégies de marketing, les stratégies de promotion, se former sur comment mettre en place une diversification des services, réfléchir sur comment écouler son produit ou son service, parce que vous pouvez avoir bien réfléchi, vous pouvez avoir une attitude, vous pouvez mettre en place des stratégies promotionnelles, mais si vous ne vendez pas, vous n'allez pas évoluer. Donc, on a mis en place une telle structure et déjà, nous sommes en train de former plusieurs entrepreneurs depuis que nous avons commencé. Docteur, ou encore monsieur l'entrepreneur, ou encore monsieur l'acteur du développement, avant de passer la parole à mon confrère Moïse Kounda, j'aimerais savoir, parmi les projets que vous avez eu à monter, avez-vous déjà rencontré le gouverneur de la province qui est aussi l'un d'acteurs de développement, car sa vision vraiment est basée sur le développement de cette province? Vous l'avez déjà vu? Nous avons déjà eu le plaisir de recevoir le gouverneur de la province dans plusieurs activités organisées au sein de la ville, parce que je dois reconnaître le fait que, en tant qu'entrepreneur, fondateur ou initiateur d'une entreprise, nous faisons partie, nous avons au sein de la province des structures d'accompagnement des entrepreneurs. Il y a plusieurs structures qui existent et pour lesquelles, à chaque fois qu'il y a des activités qui sont organisées pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et je tiens ici à saluer le courage ou cette vision du gouverneur, du fait que dans le pilier, dans son programme d'activité, il y a un pilier consacré uniquement à la consolidation et à la diversification ici des activités ou des services au sein de cette province en termes d'entrepreneuriat. Il y a quelques mois passés, le gouverneur avait envoyé sa directrice de cabinet au niveau de l'hôtel Vivi Palace, où il y avait une activité organisée par la RSP qui regroupait les entrepreneurs dont nous avons fait partie ici. Et nous avons salué cette dynamique-là d'accompagner les entrepreneurs locaux. Et il s'investit sur cette démarche-là. Et nous saluons et nous aimerions bien que ça puisse continuer parce que nous avons, il y a plusieurs années, déploré le fait que la plupart de nos autorités politico-administratives faisaient plutôt confiance à l'expertise venue de Kinshasa, venue d'ailleurs. Alors qu'au sein de cette province, nous regorgeons plusieurs expertises, plusieurs compétences capables de booster loin notre province. Et nous aimerions que notre gouvernement provincial ou toutes les institutions politico-administratives puissent abonder dans l'organisation des activités pour accompagner les entrepreneurs locaux. Déjà, l'impulsion, elle est bonne, mais nous voulons que ça puisse continuer. Exactement. Alors, quel mot placerez-vous lorsque vous seriez, par exemple, devant ces jeunes qui se plaignent aujourd'hui, ces jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat, ou même ceux qui ont déjà emboîté les pas? Je sais que il y a cette prolifération de taxes, des agents de l'État qui passent une fois qu'un jeune ou une personne pense à entreprendre ou à ouvrir une petite entreprise quelque part. On voit, il y a des services qui passent intempestivement et certains disent que ça décourage et vous encouragez l'entrepreneuriat. Quelle est votre stratégie ou quel mot placez-vous là-dedans? J'aimerais ici attirer l'attention de tous mes frères et sœurs jeunes, parce que notre population est beaucoup plus caractérisée par la jeunesse, que
Bien informés, les hommes sont des citoyens. Mal informés, ils sont des sujets. Nous avons pendant plusieurs années, nous sommes restés sur cette phrase que dès lors que vous voulez créer une entreprise, que vous voulez formaliser une entreprise, directement vous allez voir l'assaut des agents, des institutions surtout, avec toutes les institutions qui accompagnent l'entrepreneuriat, entre autres les régies financières par exemple, parce que nous avons du mal, nous, Congolais, à accepter que l'État existe et que nous devons payer le taxe. Il y a la fiscalité qui existe. C'est pourquoi j'encouragerais ici toute personne adulte qui veut entreprendre de commencer par se former. C'est pourquoi même nous avons eu cette brillante idée de lancer une entreprise, entre autres, qui forme les entrepreneurs sur comment créer une entreprise, sur comment faire face à la concurrence, sur comment est-ce qu'il faut avoir de la matière ici, eu égard à tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est développement de votre entreprise. Dans l'une des formations que nous organisons, nous parlons d'une thématique que nous appelons le pentagone de l'entrepreneur. Le pentagone de l'entrepreneur, ça veut tout simplement dire que il est imposé à un entrepreneur qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat de commencer par savoir se documenter sur les secteurs d'activité auxquels il veut exercer. Comprendre la santé organisationnelle de ces secteurs. Quelles sont les contraintes? Quelles sont les difficultés? Deuxièmement, il y a la réglementation. Mais il doit connaître toutes les dispositions légales qui sous-tendent ces secteurs d'activité qu'il a choisis. Parce que, dit-on, quand vous connaissez la loi, ça vous empêche de tomber ici dans les pénalités, dans les amendes. Parce que quand vous devez payer une taxe, très souvent, c'est toujours inférieur à ce que quand vous êtes appelé à payer une amende ou une pénalité. Exactement. Troisièmement, il y a la régulation. Il y a des institutions qui régulent votre entreprise et forcément les secteurs d'activité dans lesquels vous évoluez. Quatrièmement, il y a la formalisation. Vous devez formaliser en interne votre entreprise, mettre en place des procédures, des directives, comment évoluer, mais aussi savoir qu'il faut être en règle avec l'État. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Et en dernier lieu, il y a l'innovation. Vous devez vous démarquer parce que vous êtes dans un marché qui est concurrentiel et qui est compétitif. Docteur Baka, en tant qu'entrepreneur, vous le savez comme moi que l'entrepreneuriat, c'est aussi avoir une orientation académique. Alors, est-ce que vous avez une recommandation par rapport aux jeunes qui hésitent dans les différentes orientations académiques? Ici, moi, j'aimerais encourager toute la jeunesse sur le fait que les opportunités, il y en a partout, dans tous les domaines. Selon que vous êtes de tel ou de tel autre profil. Il est seulement question de réfléchir avant de poser l'action. C'est pourquoi on dit le développement appartient à ceux qui réfléchissent. Il faut réfléchir. Nous sommes dans une province qui a plusieurs potentialités. Personnellement, j'ai toujours beaucoup souffert à constater que nous sommes dans une province où nous avons le plus grand port du pays. Nous en avons d'autres. Mais quand nous prenons une filière comme la formation de marins, je crois j'ai pu apercevoir ça une fois. Je crois à Mwanda où nous avons une institution supérieure qui forme des marins, alors que nous avons plusieurs ports. Nous sommes dans une province où nous avons plusieurs cimenteries. Mais nous le voyons chaque fois. Il y a frustration que il faut faire parfois appel à une main-d'œuvre qui vient de l'extérieur parce que nous-mêmes ici, nous ne nous formons pas. Mais nous sommes dans une province à vocation agro-pastorale. Bien sûr. Mais les gens ne se forment pas sur l'entrepreneuriat aujourd'hui, l'entrepreneuriat agricole. Les gens ne se forment pas sur l'agriculture durable, alors que ce sont des filières. Nous voyons comment nos amis ouest-africains, comment ils évoluent avec cette agriculture moderne, comment ils arrivent à moderniser ce qu'ils ont, parce qu'ils apprennent. Nous observons plusieurs jeunes. Chaque fois que vous devez observer les jeunes qui veulent aller commencer le niveau supérieur, soit ils vont en médecine, soit ils vont en économie, soit ils vont en droit. Rares sont ceux-là qui se disent, non, voilà, nous sommes dans une province, la deuxième province où on a eu à faire ce qu'on appelle les monographies, où on a fait la prospection minière après la province du Grand Katanga. C'est ici au Congo central. Mais combien de jeunes font par exemple la filière pétrochimie? Combien de jeunes font par exemple la filière géologie? Donc moi j'encourage les jeunes à identifier une potentialité de la province et à choisir sa filière. Et j'aimerais ici que
les institutions politico-administratives puissent impulser. C'est ça. Avant de remettre la parole à notre conseiller Rukia. Alors, quelles recommandations pouvez-vous formuler aux autorités politico-administratives sur l'impulsion à donner à la jeunesse face aux potentialités de notre province? J'aimerais ici recommander à nos autorités politico-administratives, chaque année, étant donné qu'ils ont un plan annuel, chaque année d'identifier déjà l'effectif ici de finalistes du niveau secondaire pour voir faire la promotion des différentes filières qui répondent aux potentialités que nous avons au sein de la province et même organiser des compétitions ou des campagnes de sensibilisation, d'orientation de ces jeunes vers ces filières-là de manière à ce que, après avoir fini dans ces filières-là, nous avons la main-d'œuvre ici et nous saurons réellement transformer tout ce que nous avons comme potentialité pour que nous puissions en jouir. Parce que une potentialité, ça reste une potentialité. Si elle n'est pas transformée, nous ne saurons jamais en jouir. Donc, nous voulons de telles politiques de stimulation, d'impulsion à l'endroit de toute la population jeune qui veut s'orienter sur la carrière académique, de choisir, de porter leur choix ici. Et surtout, identifier ces différentes filières qui, pour la plupart, ne sont pas choisies par les finalistes, alors qu'elles regorgent beaucoup d'influence sur le développement de notre province. J'aimerais que de telles impulsions soient effectuées. Donc, docteur, j'allais dire docteur, on dit toujours que qui trop embrasse mal les trains, mais je vois que vous en sortez plutôt mieux. Merci. Là, on va parler politique, puisqu'on veut parler politique. Apparemment, vous êtes aussi un acteur politique. Donc, du coup, la présentation n'a pas été effective ou encore exacte. En tant qu'acteur politique, comment est-ce que vous évoluez? Vous êtes dans un parti politique, vous êtes indépendant. Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à ça? En tant qu'acteur politique, je suis plutôt un acteur passif parce que ma perception de la politique, vous savez, la politique commence dans le ménage. Et comme je suis un homme marié, légitimement, donc je conçois que la politique commence au niveau du ménage. C'est déjà la gestion de la cité. Et la politique n'impose pas forcément à une personne d'être dans un parti politique. Parce que ce sont les idées, madame, qui font évoluer les choses. On peut être dans son coin, mais c'est considéré comme un acteur politique dès lors que on sait faire la lecture de la politique, de la zone ou de la région où l'on vit, et on sait surtout y apporter des stratégies. Et j'aimerais ici encourager nos frères et sœurs congolais ici. Je ne décourage pas les gens à intégrer des partis politiques, tout ça, parce que on a besoin de ça au regard de toute notre réglementation de fonctionnement politique. Mais j'aimerais plus demander à mes frères et sœurs de plutôt percevoir la politique comme une situation de notre vécu quotidien à laquelle tous nous devons participer. Que nous devons participer pas seulement en occupant des postes politiques, mais surtout en y apportant des idées, des initiatives. Quand vous avez deux stratégies dont vous reconnaissez la pertinence pouvant apporter un changement ou un développement de votre ville, de votre province. Moi, je suis originaire de cette province du Congo central et je suis effectivement, bien qu'étant congolais de manière générale ici, mais j'aime bien cette province dans laquelle je vis et je brûle d'envie de voir que la province puisse continuer à évoluer. Donc, si je pense avoir des idées, des stratégies à proposer, aussi bien aux acteurs politiques, je dirais actifs, passez-moi la redondance ici, ou même de partis politiques ou les autorités, j'ai personnellement ces réflexes à chaque fois que je suis en face d'un politique. Vous savez, je suis médecin, dans ma casquette de médecin, plusieurs fois, nous recevons des autorités politico-administratives qui passent à l'hôpital, soit pour voir un patient, tout ça. Je ne manque jamais de donner une idée, de donner une stratégie, parce que j'avoue, pour moi, c'est ma part. Ici, c'est ma contribution dans l'action politique de notre pays et particulièrement de notre province. Et lorsque vous regardez la situation politique de notre province, ça vous plaît? D'une manière générale. De manière générale, je peux dire maintenant, ça me plaît. Maintenant, ça me plaît d'abord parce que je dois dire que nous avons d'abord une accalmie. C'est vrai que de manière générale, nous sommes
dans une situation d'urgence au niveau de tous les pays. Nous sommes dans une situation où nous devons tous réfléchir en tant que Congolais. Quelle est ma part de contribution ici dans la défense de notre intégrité territoriale? Exactement. Et c'est pourquoi nous saluons, je suis de ceux-là qui pensent que les autorités doivent être accompagnées. Les autorités doivent, nous devons apporter les idées, les stratégies pour aider les autorités à mieux exercer, à mieux atteindre les objectifs politiques qui se sont fixés. Parce que ces objectifs, c'est pour la population. Les mâles chez nous, les Noirs, et particulièrement chez nous, Congolais, nous restons plus dans le réflexe de vouloir décrier, mais nous ne proposons pas des pistes et des solutions. Et c'est ça le problème. Nous ne proposons pas des pistes et des solutions et j'aimerais plutôt orienter ici aussi bien ma réflexion dans le sens de percevoir cette accalmie que nous avons au niveau de la province et nous voulons que ça continue parce que nous sommes une province qui est très caractéristique au niveau de la province, eu égard à l'histoire ici. Donc nous sommes obligés d'évoluer dans un climat de quiétude, dans un climat de compréhension, dans un climat de partage, de contribution où chaque personne, chaque acteur politique, aussi bien qui est dans l'action ou qui est passif, d'apporter des idées pour permettre à ce qu'il y ait la continuité de la tranquillité ou de la quiétude. Merci. Pourquoi la passivité dans la politique et non l'activité en quelque sorte? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que ce n'est pas, comme on dit en politique, vous faites une politique de chaise vide, au lieu d'être actif sur le terrain et puis apporter les avancées significatives? Je l'ai dit tantôt, ici, la politique, sa perception par toute personne adulte, elle est variée. Elle est variée parce que c'est peut-être chez nous ici où nous pensons que forcément un acteur politique, c'est celui qui est soit dans le gouvernement, ou soit il est député, ou soit il est mandataire public. C'est ça justement le problème. La politique, c'est un terme qui doit être perçu de manière variée. Parce que on peut ne pas être au gouvernement provincial ou à l'Assemblée ou un mandataire dirigeant d'une institution publique, mais y apporter sa touche politique. Je suis en train de réfléchir devant vous. Je suis en train de mettre à la disposition ici de nos téléspectateurs des stratégies politiques, parce que la politique influe sur tout ce que nous faisons. Je l'ai dit tantôt, que la politique commence au niveau du ménage. C'est déjà au niveau du ménage. Forcément, être dans un parti politique pour se dire acteur politique, de ma perception, je crois que c'est insuffisant. On peut être dans son coin, mais y apporter beaucoup plus de touches qui apportent un développement que celui qui est même, qui siège au niveau des institutions. Docteur Georges Ibaka, acteur politique passif. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir? Parce que passif ou pas, mais passif ou pas, vous êtes déjà dans la politique. Est-ce qu'on peut vous voir demain candidat? On peut vous voir demain, on vous proposer d'être ministre provincial de la santé, puisque nous parlons Congo central. Est-ce que vous allez dire oui, vous allez dire non, vos perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, elles sont grandes. Elles sont grandes parce que, vous savez, je le disais tantôt, la vision précède les moyens. Un entrepreneur, un acteur de développement, une personne qui se dit réellement acteur de développement, il doit se projeter. Actuellement, je l'ai dit tantôt que la perception de la politique dépend d'une personne à une autre. Il y a la politique active en tant que député, ministre, c'est pas moi, mandataire public, tout ça. Forcément, être dans un parti politique. Nous avons vu des personnes occuper des postes alors que nous ne les reconnaissions peut-être pas avant dans des partis politiques. Nous avons vu des personnes ici apporter beaucoup plus de touches alors qu'ils ne siègent pas au niveau d'une institution politique, mais apporter des touches politiques. Parce que dans l'exercice ou dans la mise en œuvre de tous les objectifs ou de stratégies politiques, on a besoin, ce sont des stratégies qui sont mises en œuvre au niveau de la population. Donc, on a besoin des acteurs des différents secteurs. Si demain, il y a une proposition, mais nous voulons servir le pays. Je vois que servir le pays
ne m'impose pas forcément à être candidat, parce que je sais que très souvent, les gens qui perçoivent la vision politique, tout ça, ils se disent d'emblée ou non, voilà, je sais que vous attendez peut-être que je vous dise que non, voilà, en 2028, je serai candidat, et tout ça. En tout cas, non. Je ne serai pas candidat. Je peux ici apporter ma touche en tant qu'acteur de développement. J'ai parlé ici d'avoir identifié des problèmes. Je vous dis, aujourd'hui, on a déjà formé plus d'une centaine de personnes qui aujourd'hui évoluent, qui apportent ici leur contribution dans la construction du développement de cette province. Alors que je ne siège pas au niveau du ministère ou en tant que député. Mais j'ai apporté ma touche qui exerce une influence sur la politique de ma province. Docteur Baka, vous êtes, comme on a dit, vous êtes médecin à l'hôpital général de Kikanda, l'hôpital général de référence de Kikanda. Vous savez aussi bien que nous que l'accès aux soins de santé ou aux soins médicaux au sein de cette province pose de petits soucis parce qu'il y a des gens qui pour mieux se faire soigner vont soit à Kinshasa ou encore à l'étranger. Quel est le mot que vous pouvez passer aux autorités par rapport aux problèmes que vous rencontrez sur le terrain, vous étant que médecin, et surtout par rapport à la crise, ou encore la pénurie d'eau qui ronge votre hôpital général? Je suis extrêmement ravi de cette question. Je le disais tantôt, la médecine, c'est une passion. Hein, et pour moi, c'est un réel plaisir de répondre à une question aussi pertinente que celle-ci. Vous savez, la Constitution, à l'article 47, dit que nous avons droit à la santé. Mais le droit à la santé est à différencier ici de la gratuité des soins. C'est vrai que nous avons un grand problème dans la perception de notre population qui pense que quand on est malade, forcément, on va surtout dans une institution publique comme la nôtre, que directement en arrivant, tout ça, on doit, tout est gratuit, tout ça. Non. Nous saluons ici la vision de notre président de la République par rapport surtout à l'accompagnement de la femme enceinte, parce que nous avouons que c'était une grande problématique au regard de tout ce qu'il y avait comme complexité, comme problème rencontré dans cet aspect des choses. C'est venu sérieusement soulager cette problématique. Mais ici, au sein de notre province, nous décrions le fait que jusque-là, la population et parfois même les autorités pensent qu'il n'y a pas d'expertise au sein de cette province. Alors que nous avons de grands médecins au sein de cette province. Nous avons l'expertise d'apporter ou d'offrir des soins de qualité à la population de cette province. Certes, nous décrions beaucoup de problèmes en termes d'institutions, d'existence, des institutions à caractère universitaire. Ici, j'aimerais prendre l'exemple de la province du Nord Kivu, par exemple, où déjà à leur niveau, ils ont des centres universitaires, des centres hospitaliers universitaires. Nous, au sein de notre province, nous avons 3 facultés de médecine. Nous avons à l'université Joseph Kasavubu, à l'université Congo, à l'université protestante de Kimpese. Mais nous aimerions, par exemple, avec l'impulsion de la province, avoir des centres hospitaliers universitaires pour augmenter l'effectif des spécialistes au sein de cette province. Au moment où je vous parle, nous avons moins de 20 spécialistes au sein de la province. Et ça, c'est à décrire alors que nous sommes à 4-5 heures de la capitale où pratiquement le 80%. Vous savez, dans ces pays, la RDC, nous avons 26 provinces, mais nous ne retrouvons des spécialistes que dans 16 provinces. Il y a 10 provinces qui manquent de spécialistes. Et nous, dans notre province, alors que nous sommes à 4-5 heures de la capitale, nous avons moins de 20 spécialistes ici. Nous aimerions ici une impulsion de nos autorités politico-administratives dans la formation des médecins. Comment envoyer des médecins aller faire la spécialisation? Mettre en place ici. Je vois que ce sont des projets qui peuvent être mis en place à long terme, mettre en place des cliniques universitaires, des centres hospitaliers universitaires pour augmenter, parce que de plus en plus, le même problème sanitaire que nous avons dans le monde, nous les rencontrons partout maintenant, même ici dans notre province du Congo central. Alors que nous avons ces expertises ici qui arrivent à offrir des soins de qualité. Nous sauvons des vies, madame. Plusieurs fois, nous avons sauvé des autorités politiques. C'est parce que nous travaillons dans la confidentialité que nous ne savons pas donner des noms ici. Mais nous soignons déjà. Et nous, ça nous fait très mal de voir que voilà, telle autorité est allée à Kinshasa pour aller se faire soigner, pour aller se faire
intervenir. Une fois, il y a un de nos chirurgiens de la ville qui, entrant dans un bloc opératoire, dans une institution sanitaire à Kinshasa, il trouve une autorité. Il était même surpris, mais chère autorité, mais c'est que je vais vous faire ici, j'étais en mesure de vous le faire. À Matadi. À Matadi. Vous voyez? Et ça pose problème. Ça pose problème. Nous devons reconnaître un problème de manque de confiance, hein? Un problème de manque de confiance, un problème de manque d'information. Nous avons manque de considération. Ça nous fait très mal, madame. Vous voyez avec quelle énergie je suis en train de répondre à cette question parce que je me sens frustré, directement touché de voir que nous perdons des personnes que nous pouvons soigner parce que il y a un élément que beaucoup, et surtout nos autorités parfois ne comprennent pas. Les déplacements, c'est un facteur de déséquilibre. Quand vous êtes déjà malade, vous êtes dans un état, par exemple, instable. Quand on doit vous déplacer, on augmente le risque de déstabilisation. Donc, votre problème, en arrivant à destination, il va se retrouver beaucoup plus aggravé qu'il ne l'était avant. Alors que on aurait dû vous soigner ici parce que l'expertise y est. Nous avons des chirurgiens, nous avons des internistes, nous avons des pédiatres, nous avons des neuropsychiatres dans cette province du Congo central. Certes, l'effectif jusque-là est minime. Nous avons besoin qu'il y ait augmentation de cet effectif parce que c'est une province qui est une grande province, qui est considérée. C'est une province de l'histoire au sein de ces pays. Et nous avons besoin qu'elle puisse refléter ce qu'elle est réellement. Mais en tant que médecin traitant à l'hôpital général de référence de Kikanda, vous n'avez pas répondu à une question que Ruki a posée sur la pénurie d'eau dans votre établissement. Alors, sur la pénurie d'eau, il ne faut pas les circonscrire à notre établissement. Vous savez que dans la ville, il y a plusieurs problèmes. Au sein de notre institution, il nous a été révélé qu'il y a des pannes à tel ou à tel endroit et je crois que c'est un problème qui est général. Je n'aimerais pas dire ici que c'est un problème qui Mais nous avons interviewé un technicien de la régie des eaux qui a précisé que les problèmes, c'est au niveau interne. C'est-à-dire que les tuyaux de l'hôpital général de référence de Kikanda, il y a des problèmes là-bas, des problèmes de tuyauterie, il y a des problèmes là-bas au niveau de votre hôpital. Ce n'est pas un problème général. Des problèmes de gestion. Problème de gestion, je ne pense pas, parce que, vous savez, l'hôpital, au regard de l'effectif des personnes qui pénètrent l'hôpital, au regard de l'approvisionnement à nous, ici, de l'hôpital, ici, certes, n'étant pas peut-être membre du comité directeur, je ne sais pas y apporter beaucoup plus de détails, mais au moins, nous sommes informés par notre hiérarchie que le problème, déjà, je vis à Matadi. Je sais voir même chez moi à la maison, il y a des problèmes. Et il y a des problèmes en termes d'addiction d'eau. Donc, c'est pourquoi, en tout cas, je m'inscris en faux ici de considérer que c'est un problème particulier à l'hôpital provincial. C'est vrai que la demande en eau, elle est grande au sein de l'hôpital. Et l'hôpital a des mécanismes. Il a des mécanismes ici de suppléance. Chaque fois qu'il y a un problème ici un problème d'eau à l'hôpital, le comité directeur, il prend des mesures ici palliatives où il y a on va puiser l'eau. Il y a plusieurs stratégies qui sont faites parce que, vous savez, nous sommes une institution sanitaire. Nous ne pouvons pas travailler alors qu'il n'y a pas d'eau. C'est ça. Ça va poser problème. Et là, je peux vous assurer que nous continuons à fonctionner normalement et nous arrivons à soigner toute la communauté qui pointe à notre institution comme nous sommes à mesure de le faire. Docteur Baka, s'il vous plaît, Moïse, nous sommes au mois de mars. Parlons de la sensibilisation sur les droits de la femme. D'après vous, quelles sont les principales barrières auxquelles les femmes font face en matière de soins, à l'accès aux soins et à d'autres opportunités économiques? Nous sommes au mois de mars et particulièrement j'ai beaucoup de respect et de considération pour les femmes et je tiens ici à saluer ici la présence de Madame Rukia, par exemple, qui est une femme de médias de calibre que j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, j'ai concilié le visage et la personne. J'aimerais dire ici que les problèmes, il est à différents niveaux. Personnellement, en tant qu'acteur de développement, j'ai également mis en place une ASBL, une association sans but lucratif dénommée Femmes engagées et motivées pour la matérialisation de l'émergence, en sigle Femmes ASBL, qui a comme objectif principal la promotion, l'autonomisation et la défense des droits des femmes. Quel est le constat qui a été fait? Les constats, comme je l'ai dit, c'est à deux niveaux. Premièrement, au niveau ici de
des institutions, de nos autorités, où il y a moins d'impulsion à l'endroit des femmes pour les pousser à donner les meilleurs d'eux-mêmes, pour mettre en place des stratégies pour accompagner les femmes. Et il faut que de telles mesures continuent. Je salue ici l'existence du projet Transform, par exemple, qui est un projet d'autonomisation des femmes micro-entrepreneurs et de mise à niveau de nouvelles petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et pour l'emploi. Je salue ici le fait qu'il est question actuellement là de mettre en place ce qu'on appelle la stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme. Parce qu'on veut pousser. Mais jusque-là, ce sont des stratégies qui sont encore insuffisantes. Il faut beaucoup faire. Il faut laisser la femme s'exprimer. Il faut la pousser à donner les meilleurs d'elle-même. Parce qu'elle a des compétences, elle a des potentialités. Et moi, personnellement, de ma part, en mettant en place cette structure, c'est une structure qui accompagne la plupart des femmes. Nous accompagnons une centaine de femmes que nous avons déjà formées. Et aujourd'hui, je suis fier de compter parmi ces femmes formées par notre structure, des femmes qui avant n'étaient que ménagères, qui aujourd'hui sont entrepreneurs actives, qui aujourd'hui réalisent des chiffres d'affaires, dont certaines même ont soumissionné au projet Transform pour la catégorie COPA et d'autres qui sont en train même de postuler actuellement pour les nouvelles entreprises. Nous saluons de telles idées et nous voulons du côté maintenant de la femme qu'elle puisse elle-même reconnaître leur place au sein de la société et ne pas rester dans la décoration, mais plutôt de poser des actions parce qu'elles ont des compétences. Docteur Baka, en dehors de l'augmentation de l'effectif de spécialistes, ici en province, quels sont d'autres défis à relever dans ces domaines de santé, ici en province du Congo central, d'après vous, et que proposeriez-vous pour y remédier en fait? Il y a plusieurs défis parce que jusque-là, nous devons reconnaître dans la pratique professionnelle de la médecine, nous disons, il y a la clinique et il y a la paraclinique. Quand un malade se pointe à l'hôpital, il s'amène avec des plaintes. Le médecin, après avoir examiné, il peut mettre en place des hypothèses diagnostiques ou des diagnostics pour lesquels il sera question de réaliser des examens complémentaires, des examens paracliniques. Et jusque-là, il se pose un problème ici dans l'équipement, dans l'approvisionnement en matériel et équipement de nos institutions sanitaires, surtout publiques. Déjà augmenter l'effectif, le nombre des institutions publiques, parce que nous parlons de l'État. Les privés, ça concerne les privés. Nous parlons de l'État. Équiper ces institutions publiques. Équiper ces institutions publiques en matériel et équipement. Il y a également la version parce qu'après avoir examiné, on a besoin de prescrire les médicaments. Mais il se pose également un problème en termes d'approvisionnement en médicaments des institutions publiques. Parce que dans la plupart de nos institutions, ce qu'il y a comme capital médicament, jusque-là, il est insuffisant au regard de la population qui vient se faire soigner au sein de ces institutions. Donc, nous aimerions que l'attention des autorités soit portée d'abord sur l'augmentation du nombre des institutions publiques sanitaires, sur l'approvisionnement en matériel et équipement de ces institutions, sur l'approvisionnement en médicaments de ces institutions, sur la formation professionnelle, surtout la spécialisation des différentes catégories. Ici, je ne parle pas que de médecins, je parle de tous les professionnels de santé, médecins, infirmiers, biotechnologistes, techniciens de nutrition, techniciens de radio. Tout ça, nous aimerions qu'une attention soit beaucoup plus portée dans ces... Une dernière question de ma part avant de remettre la parole à notre consoeur Kia. Docteur Baka, dans le cadre de votre structure, quel effort menez-vous pour promouvoir les droits des femmes dans vos activités professionnelles et communautaires? Au sein de femmes ASBL, femmes engagées, motivées pour la matérialisation de l'émergence, j'aime bien cette dénomination parce que elle est engageante à la fois. L'année passée, nous avons organisé les dîners d'affaires des femmes entrepreneurs au sein de la ville de Matadi, où il y a eu une participation de plus de 200 personnes, où nous avons mis ces femmes face aux institutions publiques qui accompagnent les secteurs de l'entrepreneuriat.
Il y avait dans la salle le directeur provincial de l'ARSP. Il y avait dans la salle le directeur provincial de la cellule de gestion des passations des marchés publics. Il y avait dans la salle le chef de division de la direction générale des impôts. Il y avait dans la salle les guichets uniques de création des entreprises. Il y avait dans la salle les chefs d'antenne du projet Transform. Il y avait la chef de division gens, famille et enfants et plusieurs autres personnalités parce que nous avons voulu mettre face à ces femmes-là, les institutions qui les accompagnent, leur apporter la vraie information parce que l'information libère. La vraie information pour évoluer. Ces femmes ont été capacitées. Avant cette activité, nous avons déjà commencé à former les femmes sur plusieurs thématiques parce que nous voulons, je l'ai dit tantôt, l'objectif principal de notre structure, c'est la promotion, l'autonomisation et la défense des droits des femmes. On a formé ces femmes, on veut les amener à devenir autonomes. On les a formées sur différentes thématiques pour lesquelles elles peuvent exercer des activités commerciales. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là parce que actuellement, avec tout ce qui est exploitation et abus sexuels, nous avons réalisé ici une sensibilisation sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu professionnel. On a circulé dans 5 institutions de la ville pour sensibiliser les femmes et on a été subjugué de voir à quel point les femmes n'étaient pas informées de leurs droits, à voir comment certaines attitudes, certains comportements ici, offusquaient ici et faisaient que ça puisse effreindre ici l'émancipation ou l'évolution des femmes dans le milieu professionnel. Donc ce sont les quelques actions que je peux citer, il y en a plusieurs. Et on peut passer toute la journée si nous commençons à raconter tout ce que nous avons déjà. Merci beaucoup. Merci à vous, cher docteur Baka, Georges. C'est la fin de cette émission. Nous allons la boucler par votre dernière intervention. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui sont restées pendantes, mais faute de temps, on ne peut que s'arrêter ici. On pense qu'on va vous recevoir prochainement pour essayer un peu de discuter sur plusieurs questions vraiment importantes pour la province ainsi que pour la communauté. Mais Congo. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons eu l'insigne honneur, bien sûr, de recevoir pour vous Dr Baka, qui est entrepreneur, qui est acteur du développement et aussi médecin de profession. Il travaille à l'hôpital général de référence de Kikanda. Avec lui, nous avons parlé de 3 desks, notamment le développement, l'entrepreneuriat et le santé, son domaine des prédilections. Donc, on s'arrête ici, on se voit très prochainement. Je vous signale que aujourd'hui, je me suis fait accompagner de 2 hommes, notamment Moïse Kunda et Carly, c'est notre habitué. Rebecca Toumbaye est en déplacement. On espère la revoir très très bientôt au cours de notre prochain numéro. On vous dit au revoir. Merci à vous, Diane. Merci à cet espace qui nous a accueillis, l'espace restaurant et hôtel Formosa. Voilà, on s'arrête ici. À la prochaine. Merci.